Bon, merci d'être venu et d'écouter quelqu'un qui a un accent un peu bizarre toute la soirée. Je vous prie déjà d'avoir la compassion avec quelqu'un qui fait encore des fautes de français après 40 années en France. Mais je vais faire assez rapidement une introduction qu'on pourrait mettre pour tous les sujets. Une citation de quelqu'un du Club de Rome. Aucun raisonnement logique, aucune argumentation juridique ou aucune science éthique ne résoudra un problème mal compris. Bon, on peut dire ça pour tout le monde. Voilà les 4 points que je voudrais vous montrer. D'abord, une introduction à ce concept centre et périphérie. Il y aura toute une série de constats politiques et sociaux, comme ils sont aujourd'hui. Après, un chapitre que j'ai un petit peu, d'une manière provocante, appelé « Résister aux empires et construire des solutions locales ». Alors, pour introduire le sujet, pour moi, le centre, c'est à gauche. C'est la mégalopole, parce que c'est là qu'il y a les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, et il y a l'industrie, ceux qui ont développé l'industrie, et la périphérie, c'est à droite. C'est la campagne, et ça peut aussi être une petite ville. Et on pourrait dire, le centre ou les mégalopoles traitent la périphérie, c'est-à-dire la ruralité, souvent, pas toujours, mais souvent, comme le ferait un empire hostile, et ça depuis 5000 ans. C'est vraiment une très vieille histoire, et donc je vais faire un tout petit aperçu historique sur le sujet. Une citation d'un sociologue qui s'appelle William Appelman. Il a dit « L'impérialisme est essentiellement une perte de souveraineté et de contrôle sur des questions fondamentales et des décisions essentielles d'une société largement agricole au profit d'une métropole industrielle. Le pouvoir supérieur soumet un inférieur à ses propres préférences. » Et là, on peut voir, vous voyez, cette forme d'agriculture n'a pas été développée à la ruralité. Quelqu'un qui a écrit un livre sur l'agriculture biologique, un groupe, qui dit « Ce sont donc ces industries, et non les agriculteurs, qui ont choisi, élaboré et diffusé les techniques actuellement utilisées, qui ont été mises au point en dehors de l'agriculture. Il s'agit d'un nouveau mode de transfert de la rente foncière au profit du capital, concentré de l'industrie et du grand commerce. » Je veux dire, tous ceux qui sont inscrits et qui m'ont laissé l'adresse mail, ils peuvent recevoir un lien pour télécharger mon PowerPoint, avec tous les notes aussi qui ne sont pas visibles là, y compris aussi les diapos que j'ai parés parce qu'on n'aura pas le temps. On vous interrompt quand on a des questions ou on laisse dérouler et puis on parle. Mais si c'est une question brûlante, il faut mieux faire avant que c'est oublié. Ouais, d'accord, ok. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur cette question, un Américain, qui a écrit un livre, ce n'est qu'en apprenant à reconstruire des communautés de confiance que nous pourrons aider notre culture à faire une transition pacifique vers un mode de vie compatible avec l'ère post-pétrole et post-impérial. Justement, cet impérialisme qu'on pourrait dire que le centre a exercé sur la périphérie. Vous voyez, le géographe Christophe Cully, il fait remarquer qu'il y a des gens, des sociologues qui parlent de la diagonale du vide. Et donc, il dit, ceux qui s'identifient à la France de la diagonale du vide sont majoritaires. Les gens ordinaires, la périphérie, sont le socle de la civilisation occidentale. Alors, si vous devez dire à quelqu'un, vous habitez où, et vous devez répondre, j'habite dans le vide, vous voyez, c'est quand même pas très un compliment. Et on peut supposer que ça doit susciter quand même quelques hostilités. Ça, c'était à la dernière élection, premier tour de la dernière élection parlementaire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir là? Bleu, ça, c'est, ils ont voté majoritairement, pas 50%, mais le parti qui est arrivé en premier, c'était le Front National ou le Rassemblement National. Et dans les grandes villes, vous pouvez voir les petites taches colorées, comme Paris, Lyon et tous les autres, ils n'ont pas voté RN. Mais c'est vraiment les grandes villes votaient écologistes ou Macron ou autre chose, et tout le reste était majoritairement RN. Et j'étais là, il n'y a pas si longtemps, invité à faire une douzaine de conférences dans les Antilles. Vous regardez en bas à gauche, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe vote maintenant majoritairement RN, alors que c'est une île qui est presque entièrement peuplée d'anciens esclaves.
Alors là, on doit quand même remarquer qu'il y a un problème. La Martinique à côté, il y a une grande ville, Fort-de-France, ceux-là, ils ont voté par RN en premier. Donc, vous trouvez le même fossé aussi dans les pays comme la Hongrie, à la Roumanie. Je vais revenir, mais combien de médecins qui travaillent dans nos hôpitaux sont d'origine roumaine? En Lunéville, il y en a au moins 3. À Sarreguemines, il y en a d'autres, il y en a partout, il y a des médecins roumains, et si vous allez en Roumanie, le long de la frontière de la Moldavie, il n'y a plus de médecins. Donc, j'ai regardé un peu plus, il y avait tous les villages autour de Lunéville, j'ai regardé, mais qui a voté pour qui? Et il y avait un village, Marsal, qui n'a pas voté RN. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tout autour. Non. Non, mais il y a un musée du sel. Oui. Il y a le musée du sel, et j'ai l'impression que c'est un village qui est encore quelque part raccroché à la mondialisation parce qu'il va venir des touristes. Et tous ceux qui ne sont pas raccrochés à la mondialisation, mais maintenant, ils votent RN. Traiter les Roumains, j'ai entendu la dernière fois que les Roumains ont voté, toute l'Europe était choquée, ils ont dit maintenant les Roumains votent fascistes. Mais qu'est-ce qui se passe en Roumanie? Maintenant ils ne votent pas fascistes. Ils disent ce système-là ne convient pas. Les jeunes partent, les médecins partent, tout le monde part, et nous on est seuls. Ce système ne nous convient pas. Regardez les États-Unis. Rouge, c'est aux États-Unis, c'est les républicains, la droite, donc c'est rouge. Et la gauche, c'est bleu aux États-Unis. Partout il y a des villes, par exemple là, je connais bien Tennessee, c'est un des pays les plus républicains du monde, des États-Unis, mais il y a 3 grandes villes qui votent majoritairement démocrates. Vous trouvez la même chose ici dans le Colorado, le long de la rivière Colorado, il y a des villes et ça vote démocrate. Et vous voyez, aux États-Unis, c'est vraiment une très forte opposition, les gens ne se comprennent pas. D'ailleurs, les démocrates, souvent, ils appellent le reste du pays flyover country. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne sert à rien, c'est seulement envoler dessus pour aller de l'est vers l'est. Et là où il y avait autrefois de l'industrie, ils appelaient ça le Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille. C'est vraiment un compliment. Hein. Et vous trouvez la même chose, le même effet social, le même effet économique dans l'Allemagne de l'Est, et après on s'étonne pourquoi l'Allemagne de l'Est vote tellement pour l'AfD. La seule chose qui m'étonne, moi, qui a quand même travaillé dans la recherche pour l'industrie presque toute ma vie, pourquoi les ouvriers ont mis 40 ans pour le remarquer qu'il y a quelque chose qui ne colle pas pour eux? On parle toujours de compétition. Vous voyez, en sport, l'essence du sport, c'est la compétition. Mais qui aurait imaginé de faire une compétition entre le Mike Tyson, c'était à l'époque quand j'étais jeune, le champion du monde, un poids lourd, et une femme poids légère? Qui m'aurait fait un match de compétition comme ça? Personne. En fait, des catégories en sport. Mais les ouvriers pour lesquels j'ai travaillé dans certaines usines, ils étaient tout d'un coup en compétition avec des Chinois qui gagnaient 100 € par mois. Donc, la seule chose qui m'étonne, c'est que ça a mis 40 ans avant qu'on a ce problème. Les gens, pour les ouvriers, pour le coup, votaient plus à gauche. Bah oui, avant. Oui. Donc, et c'est là qui est un peu paradoxal, c'est que on parle du RN qui est effectivement en tête dans la commune rurale, mais ce qui est paradoxal, c'est que les gens ont l'impression que c'est le RN qui va les protéger. Oui, je vais y arriver à ça. Oui. C'est de la démagogie qui ne va pas les aider, ça ne va pas les aider. Mais quelques autres exemples. Pour produire ces métaux rares, qui sont presque tous faits en Chine, produire 1 tonne de ces métaux rares, il faut en moyenne 2000 tonnes de déchets toxiques, et dont certains sont radioactifs. En Chine, ça c'est un étang à ciel ouvert, ils mettent les déchets toxiques des raffineries de ces métaux. Pour certains de ces métaux, il y a 24 processus chimiques avant que vous avez le métal vraiment pur, comme l'iridium, qu'on utilise dans certains catalyseurs. Il y a 5500 étangs comme ça en Chine. Mais ils sont tous à la ruralité, et on ne s'en occupe pas. Puisque les grandes villes, c'est encore une fois une citation de ce américain, puisque les grandes villes concentrent le pouvoir politique et militaire, elles prennent ce qu'elles veulent chez les communautés rurales, qui les entourent, et en retour, les villes donnent les déchets dont elles ne veulent plus. Et là, c'est un exemple
les déchets qu'on a mis enfouis plus ou moins à ciel ouvert. Et le summum de cette hypocrisie-là, c'était une votation qui a eu lieu en Floride, dans une ville moyenne, où ils devaient voter les gens, est-ce qu'on investit dans un incinérateur, que ça va faire augmenter le prix de la taxe des déchets, ou est-ce qu'on envoie ça en Afrique? Mais les gens de la ville ont voté, on envoie en Afrique. Et regardez là un sociologue, une citation que je trouvais dans le Monde diplomatique. Le Brexit et l'élection de M. Trump renvoient moins à la crise de la vérité que celle du libéralisme et de la technocratie. L'interprétation du monde que ces derniers proposent ne correspond pas à l'expérience des gens. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On leur promet bon et merveille avec la mondialisation, mais eux, ils ne remarquent pas. Christophe Culier, encore le géographe, il dit 80% des Français s'identifiaient aux gilets jaunes. Alors qu'ils étaient tellement violents au début, ça diminue un petit peu avec le temps. Et 80% des Français s'identifient à la révolte des agriculteurs. Et les gilets jaunes voulaient le référendum d'initiative citoyenne, plus de démocratie, c'est-à-dire écoutez-nous, nous on veut aussi dire quelque chose. Et le centre a donné 15 milliards. Ça, je trouve c'est très symptomatique. Donc maintenant, la périphérie est en colère, elle vote pour des démagogues qui vont aggraver leurs problèmes. On voit ça aux États-Unis. Les premières choses que M. Trump a votées, ça fait augmenter les frais de santé de la périphérie. Donc, autre chose, l'autodestruction de la périphérie est ignorée par le centre. À Guadeloupe, vous pouvez faire tous les manifs que vous voulez, tant que vous ne mettez pas le feu à Paris, ça ne change rien. Et c'est ça aussi un des problèmes. Pourquoi vous mettez autodestruction? Parce que si, un certain temps, par exemple, quand il y avait dans la banlieue parisienne des émeutes et les gens cassaient l'école du quartier, qui cassaient le bureau de poste dans leur quartier, ils mettaient le feu dans leur quartier, ça n'avait pas de réaction. Ça, c'est l'autodestruction. Ou quand à la Guadeloupe, ils faisaient des grosses manifestations parce qu'ils trouvaient que c'est pas normal que chez nous le lait coûte 2 fois plus cher que chez vous. Ça n'a pratiquement pas d'effet. Je dis ça seulement parce que ça ne sert à rien que vous allez vous détruire chez vous. Ça ne marchera pas. Voilà quelque chose sur le pétrole. Parce que si on regarde, l'énergie, c'est vraiment très important. Parce que vous voyez que la périphérie, elle veut surtout du nucléaire et le centre veut surtout du renouvelable. Et si dans la politique on fait, une fois, on vote pour les uns et après pour les autres, et chacun fait ce que fait le précédent, on va aller nulle part. Donc c'est vraiment important qu'on comprend l'énergie. Alors là, on voit en 2007-2008, le prix du baril est monté à $148. Et ça a eu des conséquences, évidemment, ça fait une grosse inflation. Et quand il y a une grosse inflation, les banques centrales montent le taux d'intérêt, et quand les taux d'intérêt montent trop vite, mais ça faisait une crise financière. Et après, quand ils ont vraiment développé une nouvelle technique pour le pétrole de schiste, là, où ils ont arrivé à produire beaucoup plus, le prix a nouveau baissé. Mais ça, c'est important de savoir. Quand l'énergie du pétrole monte, ça fait inflation, et après, ça fait les taux d'intérêt montent, et après, ça fait crise financière et crise récession. Et on n'est peut-être pas très loin d'une comme ça qui va nous revenir. Il y avait les subprimes. Oui, mais les subprimes, c'était justement quand les taux d'intérêt montaient, tous ceux qui avaient des crédits pas chers, mais au taux d'intérêt variable, tout d'un coup, ils étaient en faillite. Ce qui est l'essentiel du monde, les taux variables. Il n'y a qu'en France qu'on a des taux fixes. On peut aussi avoir des taux fixes aux États-Unis, fixes sur 10 ans ou des choses comme ça. Mais après, le taux est plus élevé. Et donc, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent prenaient les taux les plus bas qui étaient variables. Et ça peut aller si le taux d'inflation monte très 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 lentement. Mais si ça monte trop vite, ça ne marche plus. Et donc, le problème, c'est avec la rareté de l'énergie à venir, comme je vais vous montrer, on va avoir un problème si la périphérie est pro-nucléaire et le centre pro-renouvelable, et ils ne parlent pas. Donc, en Europe, vous voyez là, on importe 96% du pétrole et 90% du gaz, et ça fait que 2 tiers de notre richesse, c'est ça. Et là, Rystad Energy a fait un rapport il y a peu de temps où comment eux ils estiment comment le pétrole va aller. Ça, c'est ce qu'on produit actuellement avec les puits actuels. Ça, c'est les nouveaux puits qu'on peut faire dans des champs pétroliers actuels et qu'on peut peut-être même mettre du CO2 liquide dedans pour sortir plus de pétrole.
Ça, c'est des puits en développement, et ça, ce qu'on pense avoir découvert. Et ça, c'est probablement le scénario le plus probable de la demande. Et après, ce qui est important, 45% de toute la production reste dans les pays producteurs. 45%, ça reste dans les pays producteurs. Les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, eux, ils consomment aussi. Donc si là, on est à la moitié de l'énergie du pétrole, mais eux, ils vont garder tout ça. Hein. Et nous, en Europe, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. C'était l'objet de tout un chapitre de la conférence sur la souveraineté, c'était ça. Oui, c'est un vrai problème. Hein. Et donc, il faut absolument qu'on réduise notre dépendance pour diminuer aussi le risque de chantage, pour ne pas devenir une colonie de ceux qui ont des pétroles. Hein. Et donc ça, vous connaissez aussi. Il y a une dépendance entre le PIB et l'énergie, hein, ça c'est bien connu. Donc, quand on aura moins d'énergie, mais on aura moins de PIB. Mais quelle politique ose parler de ça? Et qu'est-ce que la dette? Si la richesse égale énergie, la dette, c'est l'énergie du futur. Hein, parce que la dette, il faut la rembourser à l'avenir. Mais l'énergie du futur est moindre, comment est-ce qu'on va rembourser la dette? Personne ne parle de ça. C'est la consommation d'énergie à venir, en fait, la dette. Ma vie. Oui. Mais on aura moins d'énergie. Comment est-ce qu'on aura moins de PIB? Comment on va rembourser la dette alors que tous les scénarios passent d'une idée qu'on aura toujours croissance. L'énergie nécessaire à l'avenir. Vous croyez ça? Moi je pense que la dette, c'est l'énergie qu'on met en réserve pour que nos jeunes n'aient plus à réinventer le fil à couper le beurre. C'est-à-dire que c'est l'éducation, c'est tout ce qu'on prévoit pour que la civilisation continue. C'est comme ça que je conçois la dette. Non, disons, ça c'est une dette intelligente, mais nous on a là surtout une dette qui n'est pas très intelligente. Le problème c'est qu'avec la dette, pour la rembourser, il faut avoir de la richesse. Et la richesse dépend de l'énergie. Avec moins d'énergie, on aura moins de richesse. Donc pour le remboursement de la dette, ça va être quand même problématique. Et je crains fort qu'à ce moment-là, le centre sera tellement préoccupé par lui-même pour éviter des crises et des révolutions dans les métropoles que ça mettra une encore plus grande pression sur l'agriculture. Ça, c'est ma crainte. Et là, vous voyez l'évolution du prix du gaz et des engrais. Quand le prix du gaz est beaucoup augmenté, les prix des engrais montaient comme ça. 80% des prix des engrais azotés, c'est le prix du gaz. Donc, le gaz a été multiplié par 6, les engrais azotés étaient multipliés par 5. Bon, heureusement, ça ne durait pas longtemps parce qu'on a importé après le gaz des États-Unis. Mais cette dépendance de l'énergie fossile pour l'agriculture qui a besoin de beaucoup d'engrais azotés, ça pose un vrai problème. Donc, si l'agriculture n'a plus l'énergie bon marché, ça va produire beaucoup plus cher. Et donc, soit on importe et on met encore tout plein d'agriculteurs en faillite, soit on produira plus cher et donc le pouvoir d'achat baissera, ou alors il faut trouver une agriculture qui est beaucoup moins intensive en énergie. Et donc ça, c'était un des sujets que j'ai travaillé avec notre député, avec notre ancien député maire. Je vais revenir là-dessus. Alors, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture sous Pompidou, il a dit De Gaulle, il a dit en 61, nous allons transformer la Bretagne en une immense usine à viande et à lait. C'est fait. Ils ont envoyé 400 techniciens agricoles partout et ils l'ont transformé. Il n'a pas dit qu'il allait ramener les algues vertes avec. Non, justement. Donc les engrais azotés, on avait beaucoup trop, et on avait aussi beaucoup trop d'urine des élevages, et ça nous faisait ça. Et qu'est-ce que va maintenant? Les écologistes des grandes villes, ils critiquent les agriculteurs parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a imposé. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas très contents. Et donc il faudrait même que le centre comprenne, mais on a quand même fait des erreurs, il faudrait que les gens commencent à demander pardon aux agriculteurs qu'on leur a imposé des trucs comme ça. Au moins manifester un peu d'humilité et pas l'arrogance de parler du flyover country comme les Américains. Encore une citation de cet auteur sur l'agriculture biologique, il dit: cette dépendance insidieuse conduit chaque agriculteur à reproduire un itinéraire technique imposé par l'industrie. Mais l'agriculteur ne décide même plus lui-même de traiter une culture, mais obéit désormais à des préconisations départementales standards. Donc il décide souvent plus lui-même, il dit attention, il y a tel ou tel risque, il faut traiter par sécurité. Oui. Donc on peut donc constater
le centre impose et appauvrit la ruralité. Donc la politique agricole, qui a finalement fait la politique des privés industriels. Donc l'industrie privée invente des technologies et impose ça aux agriculteurs pour la produire. Le slogan, c'était « Utiliser nos technologies pour nourrir l'humanité ». Et le résultat, c'est les agriculteurs n'arrivent plus à nourrir leur famille. Mais moi, je les comprends, en moins certains qui ne sont pas très contents. La mécanisation de l'agriculture était pratiquement terminée en 1880. On avait encore 1,2 million de fermes. Aujourd'hui, on a encore même plus 400 000. Le budget alimentaire est divisé par 3 pendant cette période-là. Et si les fermes deviennent trop grandes, les agriculteurs ont un problème après pour l'héritage. Si ça devient trop grand, la valeur devient trop importante, et s'ils ont plusieurs enfants, mais ils ne savent même plus comment passer l'héritage. Et aux États-Unis, c'est particulièrement grave, ce qui fait que les ultra riches milliardaires achètent maintenant des centaines de milliers d'hectares de terre. C'est ça qui va se passer. Ben oui. Donc l'agriculture est maltraitée par les élites des grands centres urbains pour transférer les profits issus des terres agricoles vers l'industrie et les services. Et là, je voudrais vous dire, je vous ai dit, c'est vieux de 5000 ans. Il y a dans la Bible une histoire que je trouve la plus extrême dans ce domaine. Alors, peut-être vous connaissez l'histoire de Joseph, qui est racontée dans le premier livre de la Bible. C'était un Hébreu qui est devenu premier ministre de Pharaon, par un chemin très compliqué avec tout plein de rebondissements. Et il avait dit, peu importe si vous croyez que c'est une mythologie ou que c'est vrai, peu importe, l'idée c'est l'idée qui est derrière qu'il faut retenir. Il a eu une vision qui a dit, on va avoir 7 années de très bonnes récoltes, et après 7 années de très mauvaises récoltes. Et pendant les 7 années de bonnes récoltes, il va falloir faire des silos et stocker pour avoir la nourriture après. Donc ils ont fait ça. Le Premier ministre a dit il faut construire des silos, il faut stocker. Après sont venues les mauvaises récoltes. La première année, ça pouvait encore aller pour les agriculteurs. La deuxième année, ça n'allait plus. Ils devaient aller acheter au centre, au chef de l'État, la nourriture. Et pour ça, ils devaient déjà vendre, payer avec tout l'argent qu'ils avaient. L'année d'après, ils devaient vendre leurs bêtes. L'année d'après, ils devaient vendre leurs terres. L'année d'après, ils devaient vendre leurs maisons. Et enfin, ils se sont vendus eux-mêmes. Ça, c'est dans l'histoire comme ça. Et cette histoire commence donc par dire, voilà la phrase, le texte conclut avec cette phrase, tout le pays appartenait à Pharaon. Tout le pays appartenait à Pharaon. C'est presque le même mécanisme que ce qu'on voit aux États-Unis, là, avec les très très riches qui achètent maintenant des centaines de milliers d'hectares de terre. Seules les terres des hiérarchies religieuses qui approuvaient cette politique n'ont pas été obligées d'acheter. Bon, ça on pourrait faire une parallèle peut-être avec l'élite culturelle aujourd'hui. Regardez la Chine. Il y a 300 millions d'ouvriers qui ont quitté la ruralité pour construire les grands centres urbains. Ils ont travaillé ça souvent pendant 30 ans. Ils n'avaient pas le droit d'amener leur famille. La famille devait rester à la ruralité parce qu'on ne leur donnait pas un logement pour amener faire leur famille. Et maintenant, ils touchent une retraite de misère de 15 €. Et The Economist a fait un article là-dessus en novembre 2019 où il dit « Beaucoup de difficultés des ruraux migrants ne coûteraient que de petites sommes pour les résoudre. Hélas, les plus puissants des métropoles ne font pas respecter les droits individuels des travailleurs. Au lieu de cela, ces travailleurs doivent naviguer dans un système administratif impitoyable dans lequel ils doivent plaider et négocier ce qu'ils ont gagné. Une génération remarquable de migrants a construit la nouvelle Chine. Ils en payent encore les frais avec les mains, le dos et le cœur brisé. » Je trouve que c'est un très bon résumé de ce qui arrive en Chine. Et on pourrait vous dire la même chose sur la Russie. Je pense en France, c'est encore pas si grave. Les grands empires, en général, c'est pire. Après, un autre constat, c'est le centre qui domine le discours culturel. Je pourrais vous faire une conférence de 2 heures rien que sur ce sujet-là. Alors regardez, le centre a exprimé une certaine aliénation de la nature humaine. Picasso a peint son épouse 5 fois. La toute première fois, c'était une dame, là, une danseuse russe, il l'a dessinée comme ça. Et le dernier portrait de sa femme, c'était le dessin à gauche. C'était sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Picasso, c'est quand même un homme d'une observation, d'une perspicacité remarquable. Lui a voulu exprimer, à mon avis,
que l'être humain est devenu comme une machine, une sorte de machine biologique programmable. Comme certains philosophes l'ont dit, il y avait plein d'idées comme ça, lui il a observé ça, il l'a peint. Après Salvador Dali, c'est un autre exemple. Un autre exemple de John Cage. Il a écrit un morceau, 4 minutes 33 de silence. C'est-à-dire, vous pouvez regarder ça, c'était retransmis en direct sur la BBC, dans un grand concert, salle de concert. Pendant 4 minutes 33, le chef d'orchestre, il a tourné les pages, parce qu'il n'avait que des silences sur les partitions. Tourner les pages, tourner les pages. Les musiciens, ils avaient laissé leur instrument à côté, ils ne l'ont pas touché. Et quand il a reposé sa baguette, vous aurez dû voir l'applaudissement dans la salle, mais c'était comme dans un concert de rock. C'est ça ce qui me surprend. Qu'est-ce qu'est le centre? Est-ce que le centre est devenu tellement nihiliste dans sa culture qu'il peut applaudir un truc comme ça? Snob. Peut-être c'est snob, peut-être c'est plus. Alors, est-ce que c'est vraiment... Pour moi, ça ressemble à un petit nihilisme. Est-ce que c'est la seule expression culturelle? Ça, si vous avez à la ruralité, vous voyez cette culture-là. Tu pourrais prendre comme exemple sur le snobisme la banane qui était accrochée sur un tableau des scotch. Oui. Non, mais des trucs comme ça, je peux vous donner en pagaille. Il y a quelqu'un qui a mis un flacon de son urine sur un tabouret et il a marqué la date dessus, c'était devenu une œuvre d'art. Mais bon, je veux seulement vous montrer qu'il y a aussi vraiment une énorme différence culturelle dans le constat de la culture entre le centre et la périphérie. C'est seulement ça ce que je veux vous dire, pas plus. Et on méprise la culture, on dit ça c'est la culture des ploucs, ça. C'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment arrêter le mépris pour réduire les hostilités. Il faut encourager aussi les artistes de la périphérie, qui ne sont pas, à mon avis, des nihilistes. Là, une phrase de Jacques Ellul, qui va pour conclure cette partie-là sur la culture, plus ou moins, c'est dans ce milieu, construit par l'homme, pour l'homme, à l'exclusion de toute autre intervention, de toute autre puissance, c'est dans ce milieu que l'homme peut en effet se faire un nom. Parce que l'être humain a envie de se faire un nom pour être connu, pour être célèbre. Et voilà comment il conclut. Notre ville, celle de notre temps, est bien celle où l'homme peut impunément s'affirmer maître de la nature. Évidemment, la nature n'y est pas. C'est seulement dans une civilisation urbaine qu'un homme a la possibilité métaphysique de dire « j'ai tué Dieu ». Voilà, donc on arrive au troisième point, il faut résister à ce genre d'empire. Et là, vous voyez, c'est Thomas Cole qui a fait toute une série de tableaux pour dire l'évolution des empires. Et là, c'était la 4e étape sur 5, où l'empire se autodétruit ou est attaqué par l'extérieur. Le président Roosevelt a dit « La nation qui détruit ses terres se détruit elle-même ». 1937. Pourquoi? Parce qu'au Texas, ils avaient fait une agriculture très intensive déjà dans les années 20-30, avec beaucoup de labour, et ils avaient une sécheresse, et là vous voyez une tempête de sable. Donc il y a plein de gens, d'agriculteurs qui ont dû fuir, ils ne pouvaient plus vivre là. Et c'est pour ça aussi qu'il a dit une nation qui détruit ses terres se détruit elle-même. Et Lucien Séguy, qui est... Oui, merci beaucoup. Lucien Séguy, qui c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. C'est un ingénieur agronome français qui a beaucoup travaillé pour l'agriculture de conservation des sols au Brésil. Et voilà, il a dit, vous avez une question à poser, posez-la à la nature et elle vous répondra. Il faut simplement faire quelques essais pour qu'elle vous réponde et le faire d'une manière scientifique. C'est lui qui a donc vraiment mis l'agriculture de conservation des sols au point. Ça a commencé au Brésil il y a 40 ans. Alors, résister par une agriculture, je ne vais pas parler de toute l'agriculture, mais une que j'ai particulièrement en tête pour remplacer une agriculture qui est très intensive en énergie, c'est-à-dire les céréaliers. Les céréaliers qui font des kilomètres carrés de céréales avec tout plein de chimie. Voilà, ça c'est l'agriculture moyenne aux États-Unis pour l'énergie. Je ne connais pas les chiffres pour la France, mais ça doit être grosso modo la même chose. 31% c'est pour les engrais, 24% pour les gasoil, 15% pour l'électricité, le gaz, les pesticides et le reste. C'est quoi? C'est l'énergie, ça? C'est la répartition? La répartition,
pour la consommation d'énergie, oui. D'accord. En moyenne. Hein. Donc pour les céréaliers, évidemment, les engrais sont beaucoup plus importants et ils auraient peut-être besoin un peu moins de gaz parce qu'ils ne doivent pas chauffer les tables pour les vaches ou je ne sais pas quoi. L'agriculture de conservation des sols, pour celle-là, les besoins énergétiques sont divisés par 2, si on compte pas le chauffage du bâtiment, et par 6 pour les intrants synthétiques. Ça, j'ai tout plein de témoignages d'amis agriculteurs que je vous donner ça, comme détail en chiffres. Agriculture de conservation des sols. En gros, sans labour. Sans labour. Schématiquement. Oui, c'est sans labour. Vous laissez la paille sur place, hein, vous récoltez les graines, vous laissez la paille sur place. La paille, c'est de la lignine. Les lignes, c'est une grande chaîne de carbone qui, avec le temps, avec d'abord les champignons et après les bactéries et finalement par les vers de terre, ce carbone va dans le sol. Et ça enrichit le sol. Les bactéries font le travail, les amis font du travail pour aussi avoir de l'azote. Et après, ils font encore des engrais verts en hiver. Donc c'est toute une technique très intéressante. En tout cas, ils peuvent vraiment diviser l'énergie des intrants chimiques qui posent principalement le problème, et les pesticides, par 6. Parce qu'au bout de 7 ans, un agriculteur à moi, qui est un ami, qui a 300 hectares de céréales, cette année, il n'a pratiquement pas utilisé de pesticides et seulement encore un tout petit peu d'engrais azoté pour, je crois que c'était le colza si je ne me trompe pas. Et c'est après 7 années, après sa conversion. Donc, l'agriculture conventionnelle est responsable à près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'acier, du béton et de la chimie ensemble sont 14%, ça c'est des chiffres bien connus. Hein. Et si l'agriculture de conservation de sols était mis en pratique, les plus 20% là, en moins pour les céréaliers, ça pourrait passer à moins 5%. Parce qu'on stocke quand même des grandes quantités de carbone, et je vais là-dessus. Le stockage de carbone, justement, vous laissez la paille sur place. Le potentiel est, en fonction de ce qu'on fait et en fonction des sources que vous regardez, entre 0,5 et 1 tonne de carbone pur par hectare par an. Et 1 tonne de carbone, ça correspond à 3,5 tonnes de CO2. L'oxygène, ça fait aussi du volume du poids. On devrait, pour atteindre une limite de réchauffement climatique de 1,8 degré, stocker 3 gigatonnes, 3 milliards de tonnes de carbone dans le sol. Et le potentiel de l'agriculture de conservation des sols, elle est de 3,5 gigatonnes. Donc on aura là beaucoup de possibilités. Et est-ce que le rendement est le même aussi? D'après une étude faite en Italie sur 20 ans, sur des terres comparables, le rendement est de 90% sur l'agriculture de conservation des sols. Donc il y a une perte de 10%. D'ailleurs, sur mon site internet, il y a un document que justement celui que j'ai travaillé avec notre député maire et le député et avec des vice-présidents de la communauté de communes, plus un agriculteur qui pratique ça. Ce document, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site internet. Hein. Et puis tu as des résultats de production beaucoup plus réguliers d'une année sur l'autre. Tu conserves beaucoup plus d'humidité des sols. C'est ça. Au Brésil, ils ont fait ça, et au Paraguay, ils ont fait ça parce que ça, c'est trop chaud, et si vous labourez, vous perdez trop d'humidité. Et donc, en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus intéressant pour les agriculteurs. Oui, mais au bout de 7 à 10 ans. Ouais. Donc, il faut survivre, puisqu'un agriculteur ne peut pas jeûner pendant 3 ans, sinon il meurt, mais il faut l'aider. Et c'est ça justement le point que je veux venir. Les quotas carbone actuellement, 1 tonne de CO2, c'est actuellement sur les marchés européens, du quota carbone, c'est 75 €. Ça correspond à 260 € la tonne de carbone. Hein. Et le prix moyen que l'Union européenne voudrait faire, c'est 200 € la tonne de CO2. Alors vous imaginez, on arrivera à 600 € la tonne de carbone pur. Mais si on permettra à l'agriculture de conservation de sol de rentrer sur ce marché, mais tout le monde s'y mettrait. Et actuellement, avec les crédits carbone, l'agriculture peut recevoir 25 € la tonne de carbone, parce que les crédits carbone, c'est volontaire, et les quotas carbone, c'est obligatoire. Et ils touchent ça avec beaucoup de paperasse, et seulement au bout de 5 ans. Et important, en Europe, actuellement, l'agriculture de conservation de sol, ça concerne 5% des surfaces. En Amérique latine, c'est 69%. Pourquoi? Parce que si vous faites une agriculture intensive avec labour et tout, dans des pays qui sont très chauds,
où il y a de grosses averses, l'érosion des sols est tellement rapide qu'ils ne peuvent pas. C'est pourquoi Lucien Segui a fait ses recherches au Brésil. C'est pourquoi je connais une communauté en Paraguay qui a commencé à faire du labour, sans labour, une agriculture sans labour dans les débuts des années 80. Donc, si vous voulez, ce document est disponible sur mon site internet. Regardez quelque chose typiquement du centre. Et pardon. Juste par rapport à ce que tu as présenté juste avant, c'est assez drôle parce que bon, là il y a les accords du Mercosur, où, entre autres, on dit qu'on va importer des produits agricoles d'Amérique latine qui ne respectent pas les normes environnementales imposées en Europe. Alors que là, tel que c'est présenté, Pardon ? Non, en Amérique latine. Bon, ensuite, non, mais attendez, je viens. Ça, c'est un détail, mais je ne voulais pas faire une conférence sur l'agriculture, sinon il faut 3 heures. Mais ce qu'ils font dans l'agriculture de conservation de sol, eux, ils conservent le sol, mais au lieu de faire un travail vraiment compliqué, qui nécessite beaucoup de recherche, ils utilisent du glyphosate. Puisque vous avez plus de labour, ils utilisent beaucoup de glyphosate, parce que pour lutter contre les mauvaises herbes sans glyphosate, c'est vraiment complexe. Et donc, c'est ça un des paramètres pourquoi ils ne respectent pas des normes. C'est pas forcément quelque chose de très volontaire, c'est surtout un développement qui a été un peu subi, notamment à cause de l'érosion. C'est pour ça qu'ils sont en avance sur cette pratique-là, et qu'aujourd'hui, dès qu'on fait l'agriculture de conservation des sols, ça a été importé notamment par les machines. Les premières machines étaient en France, c'était des machines brésiliennes ou d'Amérique du Sud, parce qu'ils ont été contraints par les conditions d'érosion des sols. Ils étaient contraints avant nous. Est-ce que nous, c'est pas déjà trop tard avec la méthanisation? Parce qu'il y a beaucoup de produits qui partent direct dans les méthanes, au final, si demain on leur dit qu'il faut laisser sur le sol, quand c'est méthane, sachant que c'est le même gisement qui va. Malheureusement, souvent dans le méthane, ils mettent aussi les graines avec. Et parce que le méthaniseur n'aime pas, si vous mettez de la paille, il y a vraiment beaucoup de... Les bactéries n'arrivent pas à digérer la paille. C'est les champignons qui font ça. Et donc, mettre de la paille dans les méthaniseurs, ça ne donne pas de bons résultats. À la limite, vous pouvez mettre l'herbe verte, mais la paille, non. Ça, autant laisser sur les champs. Donc, les méthaniseurs, c'est encore un autre sujet, mais là, je vais vraiment dépasser mon temps là. Regardez, typiquement du centre, dans les grands journaux, Forbes, New York Times, Frankfurter Allgemeine, tous les autres, ils ont fait plein d'articles sur cette entreprise Cleanworks, une entreprise suisse dont le siège social est à côté de là où j'ai grandi. Donc, je vais parler contre eux, mais eux, ils ont besoin de 2 mégawattheures pour mettre 400 kWh pour mettre 1 mètre cube de CO2 dans le sous-sol islandais. Amazon est un grand groupe de conseil, paye $2 800 la tonne de carbone à cette entreprise pour mettre ça dans le sous-sol en Islande. L'agriculture de conservation des sols, elle reçoit 15 € la tonne de carbone actuellement, avec les crédits carbone, encore si on trouve un acheteur. Et les journaux sont pleins de ces articles-là pour cette entreprise en Islande. Et on ne parle même pas du potentiel de l'agriculture de conservation des sols. Pour 2 gigatonnes de faire ça avec ces technologies-là, Direct Air Capture, comme ils appellent ça, il nous faudrait l'énergie pratiquement de 400 EPR. Mais avec l'agriculture de conservation des sols, on fera des économies d'énergie. C'est complètement aberrant, mais les journaux en parlent. Microsoft, là, a acheté, et ça m'a vraiment encouragé, ça je trouve un bon point. J'ai découvert ça il y a quelques jours. Ils achètent pour 2,85 millions de tonnes de crédit carbone à une société qui s'appelle Indigo. Et ça sur une période de 12 ans. Et cette société Indigo que je suis un petit peu depuis, elle existe, elle est à Memphis. Mon fils habite à Memphis. C'est une société qui encourage les agriculteurs à faire l'agriculture de conservation, fait des conseils, fait des mesures, certains par spectroscopie et d'autres par des méthodes un peu plus chères, pour regarder combien est-ce que l'agriculture a stocké de carbone dans le sol. Il regarde combien de tonnes il a laissé de paille sur place, et il recoupe toutes ces mesures pour faire un bilan estimé relativement conservateur, qui peut être certifié par Carbon Integrity Council. Et avec ça, ils sont arrivés maintenant à vendre des crédits carbone, sauf que l'agriculteur, là, il reçoit pour l'instant $40
par an par hectare, et ça va monter prochainement à 60 $, alors qu'en France, certains reçoivent 15 €, d'autres 25. Hein. Si on pourrait généraliser un truc comme ça m'intéresse. Et le document que nous on a fait justement sur l'agriculture de conservation de sol, c'est d'essayer de voir si quelque part en France on ne pourrait pas trouver une entreprise qui voudrait faire la même chose que Indigo. C'est ça le but. Hein. Et le stockage du carbone, là vous voyez deux courbes. Si vous avez une terre qui a à peu près moyenne de carbone avec un peu de près, que vous enlevez souvent l'herbe, si vous commencez avec l'agriculture de conservation du sol, vous pouvez stocker entre 0,6 et 1 tonne de hectares par an pendant 15 ans. Et après, ça commence à baisser un petit peu. Mais pendant 60 ans, vous pouvez toujours encore augmenter le carbone dans le sol. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant, en tout cas dans le climat tempéré. Donc l'agriculture conventionnelle, le sol n'est pas mort, c'est important aussi, parce que n'importe quel sol, même s'il est vraiment déjà très abîmé, il a toujours une diversité microbienne. La biomasse est faible, ça prend beaucoup de temps à nourrir ces microbes et ces champignons pour qu'ils reviennent, mais d'après ce Marc-André Selos, qui est vraiment un spécialiste de la vie du sol, très connu, lui il dit ça n'existe pas des sols morts. Et ça prend seulement plus ou moins de temps pour remettre le volume à la vie, pour animer. En Amazonie, évidemment, 10 années de labour et votre sol est abîmé comme chez nous en 60 ans. Hein. C'est pourquoi l'agriculture de conservation du sol était un impératif. Après, je voudrais dire quelque chose, bon, c'est mon tropisme de Suisse, récité par la coopération. Pour moi, la Suisse, c'est la seule révolte paysanne qui a réussi dans le monde. La plupart des autres, Jacques Rie et tous les autres que vous connaissez, ça a été étouffé, souvent dans la violence. Là, vous voyez, depuis 1340, c'est un document qu'on sait, qui est officiel, qui est attesté. Les gens se réunissent comme ça, le canton, pour débattre. Ce que normalement fait le gouvernement et le Parlement, eux, ils font ça. Ils débattent des sujets. Et chaque citoyen de ce canton-là, il doit rentrer formellement dans une alliance avec les autres. Parce que quand vous devenez un citoyen du Suisse ou du canton, officiellement, vous rentrez dans une alliance. Alors, ceux d'entre vous qui parlent allemand, on les appelle die Eidgenossen, ceux qui ont juré pour rentrer dans cette alliance. Hein. Et ils sont bien concernés par le bien public. Chaque homme est armé, avec un fusil d'assaut, mais pour défendre la communauté. Depuis 1340, les hommes devaient être armés. Ça faisait partie de l'alliance. Parce qu'ils n'avaient pas d'armée, chaque citoyen devait être armé en cas d'attaque pour qu'il puisse vite faire une armée de milices. Et donc, on fait aussi des diverses fêtes et des traditions. En général, quand ils font une compétition de tir, il y a toujours une fête folklorique à côté. Voilà. Donc, ça fait de la cohésion. Il ne faut pas mépriser ces fêtes folkloriques dans la ruralité. Il faudrait les encourager parce que ça fait créer vraiment la cohésion. Les Suisses créent une cohésion comme ça depuis 700 ans. Quel est dans l'imaginaire que tu dois connaître, quelle est l'image qui pousse les gens justement à intégrer ça? On est carrément dans un archaïsme ça par rapport à la société moderne. Quel est dans l'imaginaire des gens, qu'est-ce qui les pousse à intégrer donc l'alliance et à dire voilà je peux continuer on prend pour une tradition. Si tu deviens un citoyen, tu deviens un membre de l'alliance. Mais quel est le moteur? C'est ça que je ne comprends pas. Mais c'est dans la Constitution comme ça. Tu peux même pas faire autrement. Du coup, c'est en quelque sorte, oui, c'est une obligation, comme s'il y avait une obligation de vote, quoi. Si tu deviens un citoyen suisse, l'État t'explique qu'est-ce que ça veut dire être citoyen suisse. Et dans cette explication, il dit, tu rentres dans une alliance. Qu'est-ce qui fait que les gens jouent le jeu? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est autre chose, oui. Les Suisses votent 3-4 fois par an sur plusieurs sujets, en référendum. Hein. Et quand les sujets sont très complexes, mais parfois ça peut tomber à 30% de participation. Hein. Et quand les sujets sont importants mais compréhensibles par tout le monde, mais ça monte après à 60-70%. Mais les gens sont... Si vous avez quand même en moyenne 45-50% qui sont toujours prêts à discuter, débattre sur les sujets, ça fait déjà enlever
polarisation due au débat qui est centré sur les personnes. On n'aime pas Macron, on n'aime pas Le Pen, on n'aime pas celui, on n'aime pas cela, et c'est polarisé. Si vous devez discuter un sujet qu'on a voté il n'y a pas si longtemps, est-ce que les banques commerciales, au lieu de pouvoir faire un crédit ex nihilo, devaient aller chercher l'argent pour ce crédit à la Banque centrale, oui ou non? Vous voyez, c'est quand même compliqué, là, il faut commencer à discuter, là, il y a des discussions à la radio, dans les journaux, à la télé, les gens discutent entre eux, moi je téléphone à mon copain, je ne te comprends pas, là, explique-moi. Mais ça fait de la cohésion, parce que vous devez toujours discuter, voter, et ça, puisque ce n'est pas polarisé sur une personne, mais toujours sur les sujets, tantôt vous êtes d'accord avec l'un, tantôt vous êtes d'accord avec l'autre. Ça fait diminuer la polarisation. Sur ce sujet agricole en Suisse, j'ai cru comprendre récemment, je ne savais pas, que on ne peut. Enfin, il y a une auto-consommation obligatoire et on importe que si on n'a pas de la production locale. Oui. C'est vrai. Dans certains domaines, oui. Les fruits et légumes, par exemple, les pommes, tout ça, on n'en importe pas en Suisse parce qu'on en produit. Oui. Anti-mondialisation. Non, mais vous voyez, ce sera un autre sujet, mais le franc suisse a doublé par rapport à l'euro en 20 ans. Ce qui veut dire que si les agriculteurs suisses étaient en compétition avec les agriculteurs français, vous n'aurez pas un seul qui survit. Ils ne pourraient pas vivre. Donc, ça veut dire qu'on doit protéger les agriculteurs par tous les moyens. Et un des moyens, c'est ce que vous venez de dire. On est obligé de prendre ce qu'ils produisent. Ce qui peut arriver, parce qu'il peut amener d'ailleurs des fois quelques aberrations. Hein, où on va produire des salades dans des serres chauffées quand l'Espagne est en train de produire plein pot de la salade de plein champ. Parce que les frontières sont fermées. Oui, ça peut, il y a des aberrations comme ça, c'est sûr, mais les Suisses disent, nous on peut nourrir 4 millions de personnes, on est déjà presque 9 millions. Si on fait tuer l'agriculture, mais autant abolir l'armée. Hein. On serait tellement dépendant du reste du monde, il faut quand même garder un minimum d'autosuffisance, parce que cette réflexion stratégique sur l'indépendance du pays, c'est une réflexion stratégique qui dure depuis 7 siècles. Parfois, ils ont fait des compromis par-ci. Pourquoi ils ont transporté les armes des nazis vers les Italiens? Mais dans leur réflexion stratégique, ils ont dit, on ne doit pas mettre trop fâché Hitler, mais on peut le fâcher un petit peu, mais pas trop. Cette réflexion stratégique, vous la trouvez partout. Et l'agriculture, c'est un aspect. Mais ce qui est important pour moi, c'est les faits et traditions de la ruralité qu'il ne faut pas oublier. Vous trouvez la même chose dans l'Écosse. Avant que l'Écosse ait été complètement pris par les Anglais, vous avez là, au XIVe siècle, des parlements qui décident les lois et des impôts. Et il y avait des parlements locaux qui appelaient des conseils provinciaux, qui envoyaient des représentants au Parlement et au central. Hein. C'était une vraie démocratie. Et vous trouvez la même chose en Ukraine, dans la ruralité du Hetmanat. C'est très intéressant, vous trouvez même sur Wikipédia un petit article là-dessus. Eux se sont battus contre les empires russes et polonais, et ils ont réalisé une démocratie assez autonome. Ils ont aboli le servage, que les Russes ont aboli seulement au milieu du XIXe siècle. Donc voilà, il y avait la ruralité, on pourrait dire, très souvent, elle a vraiment un envie de démocratie directe. Et donc, là, il faut faire attention à des démagogues qui s'entrent, parce que Trump, il a remarqué tout ce que je viens de vous dire. Il a tout en profité pour dire quelques trucs sur ces gens-là qui leur plaisent, et il les a récupérés, mais évidemment, il exploite le désarroi de la périphérie. Mais en fin de compte, il ne fait pas grand-chose. Regardez, ça c'est un des penseurs de Trump. Il a dit, la démocratie est le contraire de la liberté, elle est la dictature des médiocres qui empêche le génie d'innover. Ça, c'est les esprits qui sont derrière Trump. Et d'ailleurs, on pourrait vous montrer comment Nietzsche a déjà pensé ça dans son truc sur maître et esclave. Un autre qui influence le Thiel, qui est écouté par Musk et le vice-président des États-Unis, il a dit, il faut remplacer la démocratie qui est un accident de l'histoire. Elle est inefficace, il faut la remplacer par des micro-États dirigés par des patrons de la tech. Donc je vous dis, mais attention,
Il y a des démagogues qui vont essayer d'exploiter le désarroi de la périphérie pour nous faire un truc comme ça. Hein. Ils vont essayer en tout cas. On peut espérer que les Français sont assez mûrs pour ne pas y arriver, et les Américains aussi, mais en tout cas, c'est les risques. On y est un peu quand même avec les GAFAM. Oui, on est déjà un petit peu, mais ils veulent aller plus loin quand même. Hein. Regardez le Techno-Optimist Manifesto. Voilà, ils ont fait une confession de foi transhumaniste où ils disent: nous croyons en l'ambition, l'agressivité, la ténacité, la cruauté, la force et la compétition, parce que nous croyons en l'évolution. Seulement vous dire un petit peu quelque chose, ça c'est les gens qui poussent maintenant, ça c'est des gens du centre qui poussent des politiciens, des bons démagogues pour exploiter le désarroi de la périphérie. Donc il faut résister à ces empires antidémocratiques. Et ça commence à plein d'endroits. Grâce aux machines, les jeunes ont gagné à peu près 400 000 heures de temps libre dans leur vie, par rapport à mes grands-parents, qui devaient encore travailler beaucoup plus. Hein, travailler des longues journées dans les usines et après encore dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces 400 000 heures qu'ils ont gagnées par rapport à mes grands-parents? Elles ont donné 330 000 heures aux écrans. C'est-à-dire, ils ont donné ça à des applications addictives créées par les entreprises les plus riches du monde, c'est-à-dire ceux qui gouvernent par le centre. Surtout, ils donnent leurs données. Le donner, qui permettent déjà le temps. Entreprises Hein? de cibler. Et commençons par le temps. Et là, on pouvait voir les jeunes de 15 à 24 ans. En 2003, ils passaient encore à peu près 2h30 par jour avec des copains ou copines, en proche. Et en 2020, vous voyez, ça tombait en dessous de 50 minutes. Et plus on est pauvre, plus c'est grave, l'isolation sociale devient grave. Et après, maintenant, ces empires féodaux antidémocratiques, ils ont encore trouvé d'autres techniques pour faire encore plus addictif que les réseaux sociaux. Là, il y en a application. Maintenant, on peut se créer un ami parfait, virtuel, sur un chatbot. Et ils font de la pub pour dire, voilà, vous pouvez tout partager, votre amitié, vos pensées profondes, faire des jeux, discuter des infos et tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir un partenaire de l'intelligence artificielle, vous avez un menu, là, j'ai choisi cette arme-là, hein, c'est virtuel. Hein, il n'y a pas une personne derrière, tout est virtuel. Donc le partenaire de l'intelligence artificielle ne dit jamais rien de désagréable, il est toujours à l'écoute avec une bienveillance programmée. Il ne va jamais vous fâcher. Et j'ai un jeune qui, après son divorce, que je connais, un jeune après son divorce, il a commencé à parler avec quelqu'un comme ça, et il a dit à son père, au moins celui-là, il me comprend. Et depuis 20 ans, chaque nouvelle technologie qui est issue du centre réduit les relations humaines, augmente la solitude et produit les nouvelles addictions. Oui, mais l'avantage, c'est que à partir du moment où j'ai une amie comme ça, tous les 7 ou 8 minutes, j'ai une publicité. Quand même, sur une petite dimension, c'est les interactions à travers les réseaux sociaux. Si on prend les shifters, hein, oui. Comme le canal Discord, c'est une façon d'être en relation avec d'autres, Oui. Au-delà d'une barrière géographique en fait. Non, mais là, vous en parlez pas du tout, mais non, mais je fais normal. Un poids quand même, quoi. C'est de l'interaction sociale. J'ai fait une conférence sur l'intelligence artificielle dans un congrès médical, mais ça durait 2 heures. Ouais. Vous voyez, tout ce que je veux dire, ça sort du centre et ça prend le temps, et ne vous laissez pas prendre le temps. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec ça. Et donc, Jonathan Haidt a écrit un livre très intéressant qui a récemment été traduit en français. Il dit, voilà, pour ne pas se faire voler le temps, pour pouvoir travailler dans la coopération, pour pouvoir encourager les fêtes ruraux et des choses comme ça, ben voilà, il ne faudrait pas donner de smartphone avant l'âge de 14 ans, seulement un téléphone à clapper. Hein. Il a dit, pas de réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans, on peut éventuellement regarder des vidéos sur YouTube, mais pas avoir le droit d'ouvrir un compte. Il faudrait choisir des écoles qui interdisent les smartphones avant l'âge de 14 ans, et les jeunes devraient avoir plus de temps de jeux libres au contact du monde réel. Et il y a de plus en plus maintenant d'écoles qui imposent ça. En Australie, ils ont carrément voté pratiquement pour ces points-là. Alors, construisons des solutions locales. J'aime bien cette image où les gens discutent ensemble. Ça, dans ma jeunesse, c'était ça. Tout le temps. Et le CO2.
Ah oui. Comme ça, sur un smartphone. Alors, donc il faut renforcer les relations humaines dans les réseaux locaux. Hein. Et il y a l'opposante, Orban, le président actuel, le Premier ministre actuel de Hongrie, lui, il a compris ce qu'il faut faire. Il a des fortes chances de gagner contre Orban les élections là en mois de mars. Il a commencé à créer dans tous les villages, dans beaucoup de villages, avec son parti, des maisons de rencontre dans les villages, là où il n'avait pas. Quand la mairie avait déjà quelque chose, c'est bien, et sinon il essayait de créer des choses comme ça. Parce qu'il savait que c'est dans la périphérie qu'il peut gagner les élections. Les grandes villes, de toute façon, ils sont déjà tellement contre Orban, ils sont avec lui. Mais il a fait ça. Et donc il faut s'intéresser à la nature locale aussi. Organiser des promenades pédagogiques et s'intéresser aux agriculteurs. Je suis membre d'un groupe œcuménique, les églises de la région de Lunéville, ils organisent tous les ans une promenade pédagogique dans la nature. On a dans notre groupe 3 ingénieurs ONF et souvent ils nous expliquent les choses par la forêt, mais apprendre à connaître la nature autour de nous. Et on organise ce genre de choses et il faut encourager aussi les gens à s'intéresser vraiment aux agriculteurs qui connaissent. Parce que pour bien vivre dans la société post-pétrole, un bon cercle d'amis et de réseau de relations sera vraiment important. Parce qu'avec moins de moyens, l'entraide et le partage permettent de mieux vivre. Voilà, à Lunéville, ils font ça actuellement. Ils encouragent des initiatives rencontres villes-campagnes. Plusieurs jours où les villes campagnes se réunissent. Bon, c'est Lunéville, là, c'est aussi la périphérie maintenant, mais je trouve c'est vraiment intéressant. Et là, il y a deux qui expliquent comment l'histoire de l'accordéon et quelles sont les musiques qu'ils font. Je trouve ça vraiment à encourager. Et voilà, j'arrive à ma fin pour le résumer. Il faut avoir une vision long terme, jusque dans la société post-pétrole, et après, il faut garder les terres agricoles. Il ne faut surtout pas les vendre à l'Empire ou aux multinationales. Et on peut peut-être résister par des Grecs qu'il faut aussi essayer d'encourager. Il faut acheter l'alimentation autant que possible chez les agriculteurs à travers les AMAP. Vous connaissez les AMAP? Ouais. Et ça permet vraiment de se libérer de l'Empire. Et je trouve que ça rapproche aussi les citoyens des ruraux et des agriculteurs. Parce que les agriculteurs de notre AMAP, ils vont, de temps à autre, ils organisent une journée porte ouverte et ils nous expliquent comment ils font. Et chez nous, l'AMAP, il y a près de 60 familles à Lunéville. Hein. Et la ville nous a donné une salle gratuitement pour ça. Il faut encourager les agriculteurs à faire l'agriculture de conservation de sol. Ben, il faudrait militer pour que ça soit rémunéré. Hein. Donc c'est pourquoi, si vous voulez télécharger la documentation là sur mon site, où je le mettrai au même endroit avec le PowerPoint là, et allez voir votre député ou allez voir les gens, parce qu'il faudrait vraiment, il y a un potentiel énorme avec ce stockage de carbone si c'était rémunéré correctement. Et donc bien sûr les matières organiques des villes devraient retourner à la campagne. Ça reprochera aussi les citadins des ruraux, sauf que pour l'instant les bouts des stations d'épuration sont encore très pollués. Dans une petite ville comme Neufchâteau, ils peuvent prendre les bouts des stations d'épuration, ils les mélangent avec du chloramine fragmenté, il faut un peu composter ça, et ils peuvent démarrer, pendant 3 années, ils peuvent mettre ces bouts sur les terres et rester avec la pollution sous les seuils, sous les limites de l'agriculture de bio. Mais à partir de 4e année, le taux d'arsenic est déjà dépassé. Mais il y a des choses à faire, il faudrait vraiment encourager ça, ça me semble important. Et il faut aussi savoir que la liberté consumériste, comme les pubs nous le mettent, de l'Empire, ça rend esclave. Il faut découvrir la nature, tisser des relations avec les agriculteurs et libérer les addictions de l'Empire. Et aussi encourageons les artistes de la périphérie, et là je compte sur vos autres propositions, pour faire une liste. Et donc voilà, merci. Question. À la suite de tous ces constats qui semblent empreints de bon sens,
est-ce que vous avez essayé d'aller plus loin et monter un projet politique? Un projet de société? Nous, on travaille depuis un temps pour faire un éco-quartier sur notre terrain parce qu'on a un terrain là, à Lunéville qui fait 1 hectare. Et avec le soutien de la communauté de communes et la mairie, on travaille sur un projet comme ça où une partie du terrain pourrait être après du maraîchage. Ça, c'est le plus politique que je suis allé, et sinon j'ai l'impression, si moi je commence à faire la politique là, avec mon accent, je vais être sifflé tout le temps. Actuellement, on parle du référendum de l'initiative citoyenne, mais il n'y a pas que l'initiative citoyenne. Il peut y avoir des initiatives de gens qui ne sont pas citoyens. Ensuite, il y a aussi les référendums des législateurs, c'est-à-dire, par exemple, si dans la Constitution vous avez le droit de faire certaines choses, si vous voulez en sortir, comme en Suisse par exemple, il faut faire un référendum. Donc il y a différents types de référendums. Et ça, bon, vous avez parlé d'un type de référendum, mais il y a différents types de référendums qui sont utilisables. Et que, de mon point de vue, par exemple, quand il y a eu les 2 500 000 demandes à l'Assemblée nationale sur la loi du plomb, sur la loi du plomb, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais oui, j'ai signé. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Ça a été enterré, tout simplement. Mais en Suisse, il faut avoir 100 000 signatures de citoyens pour avoir un référendum au niveau fédéral. Après, si vous avez un canton, il faut avoir, en fonction de la taille du canton, il faut avoir un certain nombre. Et dans la commune, dans certains cantons, la commune, vous pouvez avoir une initiative citoyenne ou une initiative populaire, ça s'appelle, parce que même ceux qui ne sont pas citoyens suisses peuvent signer au niveau communal. Je voulais juste faire une observation par rapport au... vous avez beaucoup parlé d'agriculture et d'agriculture de conservation des sols. Donc pour ceux des shifters qui ont regardé les recommandations pour l'agriculture qu'a fait le Shift Project dans son rapport pour une agriculture résiliente, bas carbone et prospère, l'agriculture de conservation des sols est un des sujets qui est largement abordé comme une des voies pour améliorer le stockage de carbone. Je voulais juste faire le lien avec ça. Et puis, donc pour financer ce stockage, donc il existe le label bas carbone que France certains Carbone agriculteurs vont le faire, et donc il y a une France Carbone Agri qui est une association qui a été créée par les agriculteurs. Ça marche assez moyennement. Oui, très moyennement. Oui. Voilà, parce que c'est un métier. Et que au niveau de la partie administrative, c'est extrêmement compliqué, et du coup les agriculteurs sont très découragés. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et ils sont payés au bout de 5 ans. Quand ils sont payés. Oui. Alors, donc, et on a eu une réunion au mois de juillet avec effectivement un certain nombre de personnes, et c'était un des gros constats et des regrets de ces gens qui travaillent dans le milieu de l'agriculture, qui est un truc qu'ont élaboré les agriculteurs pour eux-mêmes. Oui. Mais je pense que mais il faut avoir une société comme des compétences un peu particulières. Là, ils n'y sont pas encore à ce que ça soit fluide et que ça marche. C'est un peu dommage. Il faut une société privée comme Indigo, qui a de toute façon déjà les compétences pour faire des analyses de sol, comme il en existe une à Nancy. Et qui appartient au centre, on est d'accord? Oui, qui appartient au centre. Indigo appartient au centre. Qui a mis des techniques au point. Indigo publie tout ça. Toutes ces recherches sont publiées. Il suffit de prendre ça, ce qu'ils ont fait, et faire la même chose ici. Et après, Microsoft ne peut pas aller voir un agriculteur qui peut faire 300 tonnes par an de carbone. Eux, ils veulent 12 millions de tonnes. Pour tous les data centers là qui se tournent actuellement maintenant au gaz, pour un peu verdir leur bilan, eux j'achète des millions. Donc il faut une entreprise qui regroupe des choses comme ça. Et c'est ça le but. Moi je parle de l'agriculture de conservation de sol seulement sous cet aspect-là, parce qu'il y a un potentiel qui se développe là aux États-Unis et qu'on devrait développer. L'Union européenne pousse partout ça, il y a un peu des trucs, mais personne qui aide vraiment à faire que ça
puisse être intéressant pour les grosses sociétés pour acheter des grosses quantités. Est-ce que ça amène aussi comme réflexion? Là, les agriculteurs ont voulu le faire eux-mêmes. On va s'occuper nous-mêmes de manager notre système de financement par le label bas carbone. Ça peine. Et du coup, ça pose question aussi, parce qu'on s'aperçoit que ça nécessite des compétences d'agilité administrative, etc., qui... c'est un peu paradoxal, quelque part. Moi, ça me paraît normal, parce que là on a eu l'impression d'une opposition, une impression d'une ségrégation entre l'un et l'autre, mais finalement, ces territoires, le but du jeu, c'est de les faire travailler ensemble. Que ce soit des territoires, que ce soit des sociétés, que ce soit justement une société centrale et puis des particuliers ou des entreprises ou des exploitants locaux. L'idée, c'est de créer une articulation qui fonctionne. Exactement. Et qui soit pilotée des deux côtés, c'est-à-dire une interface dont les deux parties contrôlent la perméabilité et les propriétés en général, c'est-à dire ce qui passe pas et de quelle manière ça renforce justement l'un et l'autre. Donc c'est cette interface qu'il faut travailler. Exactement. Je voudrais que justement cette société Indigo en trouve un équivalent en France. Notre PLFI travaille pour la société. Donc si j'ai parlé avec la société ancienne qui fait déjà des analyses de sol pour la pollution par exemple, et je pense pour eux c'était vrai tellement facile d'ajouter encore un paramètre là-dedans pour mesurer le carbone dans le sol. L'étude suisse qui a travaillé pour l'agriculture, ministre de l'Agriculture en Suisse, tout le système de mesure par spectrométrie est déjà en place. Et je parle de tout ça sur le document. Il faudrait si peu pour démarrer ce truc. Partout, j'ai l'impression... C'est un petit peu lancé. Alors c'est aux élus, puisqu'on est dans les municipales. Bah oui. C'est aux élus de lancer des choses comme ça? Ce sont aux élus, par contre, de créer cette interface. C'est-à-dire que l'articulation et le cadre dans lequel on peut imaginer une coopération ou l'émergence d'une future société, enfin d'une entreprise qui fasse ça, ça doit rentrer dans un cadre qui, lui, sera dessiné par les élus. Parce que, finalement, c'est ça l'idée, c'est de faire coopérer des territoires. C'est toute la problématique dont on parle régulièrement, c'est de pouvoir faire travailler tel territoire avec tel autre, telle entreprise avec telle autre, d'implanter des entreprises dans le rural qui puissent aider l'un et puis justement de financer ces implantations par des fonds qui viennent d'ailleurs. C'est tout le problème, c'est ça, c'est d'arriver à créer des conditions qu'il faut. C'est un sujet qui nous intéresse, la coopération. Bah oui. Et au départ, c'est pas le problème le carbone en fait. Pour nous, oui, mais pour les élus, c'est l'alimentation. Il faut nourrir les villes quand même. Donc sur le Grand Nancy, ils ont fait une plateforme. Ils sont en train de créer c'est Francis qui connaît bien ça, le Grand Carreau. Ils ont créé le Grand Carreau à Nancy. Oui, c'est un marché d'intérêt local. Il est en cours de création. Il a été voté, il va se développer, mais ça prend quelques années. Vous savez, moi j'ai peur de ça. Oui. J'ai peur de ça, une peur bleue. Admettons, Trump dit j'arrête de livrer le gaz à l'Europe. On va être là. Les agriculteurs qui sont en chimie, ils vont tous couler. Tous couler, il n'y aura plus rien à manger. On va pas. Ben oui, tout ça. Il suffit que Trump, on ne se rend même pas compte. Ne donnez pas le Groenland. Donnez-moi le Groenland, sinon vous allez crever de faim. Heureusement que Trump ne comprend rien à l'énergie. Il comprend tout au sous. Il comprend le business. Le business, oui. Oui, mais l'énergie, c'est du business. Oui. Mais lui, il le voit comme business. Oui. Tiens, je te mettrai en relation avec un neveu qui a récupéré 800 hectares dans le Limousin et qui fait de la culture. Son capital carbone, il suit son capital carbone. Et il s'en sort bien. Alors je ne sais pas du point de vue des primes, est-ce qu'il a des primes pour ça? L'ami que j'ai, qui a hérité d'ailleurs sa ferme de son frère qui est décédé dans un accident. Il était vétérinaire à l'origine. Les premières 3 années étaient vraiment dures. Il a survécu seulement parce qu'il était vétérinaire à côté, et en hiver il faisait vétérinaire. Parce que les rendements sont vraiment pas bons au début. Déjà pour l'azote, à l'automne tu mets un colza de printemps qui crève, et puis tu as l'azote pour le printemps. C'est ce qu'il fait là, à mon avis, ou plusieurs. Du coup, pour l'assiette, à la fin on utilise quand même des engrais ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment s'en passer totalement?
Là, maintenant, cet ami là qui a 300 hectares, et qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui se renseigne et qui se forme. Il a dit cette année, il a mis encore un tout petit peu d'engrais azoté, je crois, dans un truc, je ne sais plus si c'était le colza ou le blé, un de ces trucs-là, et dans tout le reste, il n'a mis ni fongicide, ni herbicide, ni engrais. Là, c'est du bio, quand même. Oui, mais lui n'est pas bio. Ce qui est difficile, c'est quand même, il y a quand même des difficultés pour maintenir un taux d'azote suffisant, parce que on met beaucoup de cellulose, etc., mais l'azote, on n'en a pas beaucoup qui traîne dedans. Donc c'est quand même, c'est délicat. C'est la difficulté. Ouais. C'est la difficulté, c'est l'azote. Mais quand il y a une vraie sécheresse, et vous ne pouvez pas irriguer, et là, l'agriculture de conservation de sol produit plus que les autres. Absolument. Mais mon but, c'est, essayons dans vos réseaux de trouver une société qui est déjà spécialisée pour faire des analyses de sol, pour essayer de convaincre des gens pour faire ce que Indico a fait. Et après... Guido Richen est un de mes amis de longue date. Je lui ai parlé. C'est le président de l'Insaïa. Et il a dit, mais je te soutiens dans tout ce que tu veux faire. Yves Leroux? Non, Guido Richen. Guido Richen. Il y a Anne Blanchard qui a fait une start-up sur l'analyse des sols aussi, Oui. il y a quelques années, qui fait des analyses de sols dans la région, mais pour savoir un peu la nature des sols. Qui était fondé par des anciens de l'Insaïa. Oui, c'est des anciens. Ah oui, je crois que c'est ceux-là que j'ai contactés. On a fait le tour? On aurait tenu dans les 2 heures, non? En tout cas, moi, je trouve quand même une petite remarque. Je trouve hyper intéressant d'avoir abordé le domaine de position culturelle entre, je vais dire, ville et campagne, hein, mais parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur les oppositions politiques et puis économiques. Mais finalement, j'ai l'impression, moi qui habite en campagne et qui suis vraiment dans un milieu très rural, j'ai l'impression que finalement le culturel a plus d'impact qu'on peut l'imaginer dans cette opposition. Et ça, c'est les démagogues du centre, comme Trump, ils savent exploiter. Ah oui, exactement, oui. Bon, le PowerPoint, tu peux pas l'envoyer à tout le monde? Si, il est trop grand pour envoyer par mail, mais je le mets sur Dropbox. Je le mets sur Dropbox et après je vous envoie un lien vers le Dropbox. D'accord. Merci à Peter. Merci beaucoup.